Voici le résultat du scrutin numéro 25 sur les amendements identiques de suppression de l'article 19, compte tenu de l'ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence. Nombre de votants 341, nombre de suffrages exprimés 320, pour l'adoption 120, contre 200. Le Sénat n'a pas adopté. Alors, donc nous continuons la discussion avec 34 amendements faisant l'objet d'une discussion commune. Amendement 14. Monsieur Longeau. Madame la présidente, monsieur le ministre, je suis en fait content d'être arrivé. Cet amendement vise à rendre progressive la suppression du tarif réduit de taxe intérieure des consommations sur le gasoil non routier prévu par l'article 19 du projet de loi de finances pour 2019 en l'étalant sur 4 ans. Comme pour la taxe carbone, le rapprochement de la fiscalité du diesel et de l'essence ou de la hausse de la taxe générale sur les activités polluantes, TGAP, une progressivité est nécessaire pour donner de la visibilité aux entreprises et leur permettre de s'adapter en renouvelant par exemple leur parc de véhicules. Tel est l'objet de cet amendement. Je vous remercie. Merci. Donc, monsieur... Alors, 5 amendements identiques. L'amendement 38 rectifié. Monsieur Cuypers est là? Non. Monsieur Cuypers, sinon, il est défendu. Non. Est-il défendu? Oui. Oui. Monsieur Cuypers est là. Non, mais monsieur... Monsieur Lamini. Oui, monsieur Lamini. Monsieur Laménie, allez-y. Oui, merci. Merci, madame la présidente. Monsieur le ministre, chers collègues, donc à l'initiative de notre collègue madame Vermeillet et quelques-uns d'entre nous, donc il s'agit, comme indiqué dans l'objet du présent amendement, de supprimer les alinéas 3 et 4. Et cet amendement propose notamment que les tracteurs de type agricole ou forestier, comme tout véhicule à moteur, à roues ou à chenilles, ayant au moins 2 essieux, utilisés par des collectivités territoriales pour des usages autres qu'agricoles ou forestiers, notamment pour le déneigement, continuent à bénéficier du taux réduit pour le GNR. Merci. L'amendement 216 rectifié. Monsieur Requier, président Requier. Monsieur Roux. Donc cet amendement vise à maintenir les tarifs réduits de TICPE dont bénéficie notamment le gazole non routier utilisé pour le nivellement de la neige et le déneigement des routes. Donc, ce qui impactera lourdement le budget des collectivités affectées à l'achat de carburant, au premier desquels figurent les départements, pour assurer le déneigement des routes et celui des entreprises publiques et privées qui assurent le damage des domaines skiables. L'amendement propose que les tracteurs de type agricole ou forestier, comme tout véhicule à moteur, à roues ou à chenilles ayant au moins 2 essieux, utilisés par des collectivités territoriales pour des usages autres qu'agricoles ou forestiers, notamment le déneigement, continuent à bénéficier du taux réduit pour le gazole non routier. Si au contraire le taux réduit n'est plus appliqué pour le déneigement des routes, cela conduirait à une hausse du coût du carburant, par exemple pour le département des Hautes-Pyrénées, de près de 60%. Cette augmentation constituerait une ponction supplémentaire sur le budget des départements, déjà lourdement obérés par une réduction continue de leurs ressources et une augmentation de leurs charges non compensées. L'effet cumulé des 2 augmentations précitées, au total 50 centimes d'euros par litre d'ici le 1er janvier 2020, représenterait pour le damage 1% de chiffre d'affaires, soit 20% de la marge des entreprises, ce qui menacerait l'économie touristique des stations de montagne. Je vous remercie. Amendement 308 rectifié. Madame Taillé. Non, monsieur Bigot. Merci. Je vais vous présenter avec monsieur Courteau l'amendement de madame Préville. C'est un amendement qui supprime les alinéas. Excusez-moi, vous n'êtes pas signataire de l'amendement. Ah, mais oui. Madame Taillé-Polian. Alors, Sophie Duyer. Il est défendu. Très bien. Amendement 514 rectifié bis, monsieur Cadic. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre. Donc cet article, dont chacun s'accorde à dire qu'il reste illisible pour la majorité des entreprises, crée en outre une injustice fiscale dans la mesure où certains secteurs sont exclus de la suppression de cette exonération, à l'image du secteur agricole. Pour les secteurs économiques, travaux publics, transports routiers, armateurs fluviaux, carrières concernés, cette mesure applicable au 1er janvier 2019 est inacceptable, d'autant qu'elle n'a fait l'objet d'aucune concertation préalable. Il convient également de noter que la suppression de cette exonération n'a aucun caractère progressif.
Or, les conséquences de cette hausse de la fiscalité seront effectives dès le 1er janvier 2019, alors que des contrats en cours n'intègrent pas de clause de révision de prix, contrairement à ce qui a été dit par le rapporteur tout à l'heure. À titre d'exemple, dans le bâtiment, les contrats se font sur le long terme. Une entreprise qui a signé un contrat au mois de septembre 2018 et qui ne réalisera le chantier qu'au mois de février 2019 devra assumer une charge supplémentaire. En conséquence, l'augmentation de la fiscalité ne pourra être répercutée sur le client et diminuera d'autant les marges des entreprises concernées. Il est à noter que les secteurs impactés ont de faibles marges et subissent une concurrence européenne et internationale importante. C'est pourquoi il est nécessaire de prévoir la suppression de cette mesure budgétaire ou tout du moins de prévoir une application transitoire de la mesure pour éviter un ralentissement économique. Merci. Nous passons à l'amendement 690 rectifié. Monsieur Lenné. Alors. Merci, Madame la Présidente. Cet amendement, c'est un amendement de repli par rapport à la suppression de l'article. C'est pour maintenir l'utilisation du GNR pour les entreprises de travaux publics. L'alignement de la fiscalité du GNR sur celle du gasoil va entraîner une hausse de près de 50% du carburant. Celle-ci va difficilement être imputable sur les clients, notamment sur les collectivités territoriales, puisque ça a été très bien dit par notre collègue Dominique de Legge. Ce sont les principaux clients, les collectivités territoriales. Cette mesure va donc entraîner de graves difficultés dans ce secteur économique. En outre, l'augmentation du phénomène des vols de carburant auquel cette profession est malheureusement habituée va être certainement accentuée. Il convient donc de maintenir le régime applicable existant. Merci. L'amendement 1041, présenté par Monsieur de Montgolfier au nom de la Commission des Finances. L'amendement 620 rectifié. Est-il défendu? Non, il n'est pas défendu. L'amendement 185 rectifié. Monsieur Guenet? Non, Madame Dormedy? Non, Monsieur Guenet. Cet amendement constitue un dispositif alternatif en cas de maintien de l'article 19 du présent texte. Il vise à rendre éligibles les activités de déneigement, également des routes et d'entretien des pistes de ski au régime du remboursement applicable pour le gazole non routier des agriculteurs. Merci. L'amendement 624, Monsieur Gontard. Oui, merci Madame la Présidente. C'est un amendement qui est en partie défendu, parce que j'en ai parlé tout à l'heure. Il s'agissait de faire bénéficier du taux réduit pour les communes, notamment pour les engins de déneigement et également pour les stations de ski en régie communale pour le damage. Donc, je répète à Monsieur le ministre qui n'a peut-être pas tout à fait compris, c'est bien aussi pour les communes qui n'ont pas de station de ski mais qui font uniquement du déneigement et donc leur faire bénéficier du taux réduit de GNR. Voilà. Merci. Amendement 919, Monsieur Bachere. Oui, cet amendement est le même, donc je ne vais pas m'étendre parce qu'elle est déposée effectivement par notre collègue de Haute-Savoie qui connaît, comme tous les élus de montagne, ce sujet. Je suis saisie de 5 amendements identiques. L'amendement 451 rectifié terre. Il n'est pas soutenu. Amendement 678. Madame de Romédy. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre. Le présent amendement a pour objet de faire bénéficier certains usages très spécifiques, aujourd'hui éligibles au gazole non routier, du même régime que celui mis en place pour les agriculteurs. Il s'agit des usages qui relèvent du service public et des missions de sécurité pour la gestion de la neige en montagne. L'exploitation des routes et des services publics en montagne est rendue plus complexe qu'en plaine par la présence de neige en période hivernale. Les surcoûts se traduisent notamment par le carburant nécessaire aux engins qui gèrent et déplacent la neige pour le bon fonctionnement des missions d'intérêt général et de services publics qui se déroulent sous le pouvoir de police du maire ou sous la responsabilité des départements.
Le présent amendement permet de ne pas renforcer encore la pression sur ces collectivités de montagne qui subissent depuis plusieurs années un effet de ciseaux sur leurs recettes et dépenses. L'amendement vise l'ensemble des usages neige, y compris ceux qui participent aux missions de sécurité et de secours dans les zones de montagne telles que celles décrites à l'article 21 de la loi numéro 2016-1888 du 28 décembre 2016 de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne. Merci. Amendement 710 rectifié bis, Monsieur Bachere. Oui, cet amendement est aussi porté par notre collègue Vial, qui est un sénateur aussi des Alpes. Et donc, en toute cohérence, je l'ai signé. Il a été très bien défendu. Merci. Amendement 940, Madame Espagnac. Oui, merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, comme mes collègues ici, tous, pour beaucoup en tout cas élus des communes de montagne, je soutiens également le même amendement et rappeler que tout simplement le déneigement des routes et l'entretien des pistes de ski sont des missions de service public et participent pleinement à la sécurité de nos usagers. Il serait dommage de les pénaliser en élargissant encore les charges de ces collectivités déjà touchées par la baisse de la DGF et la hausse du SPIC. Merci. Merci. L'amendement 958 n'est pas soutenu. Amendement 618 rectifié bis. 3 amendements identiques. Monsieur Bachere. Hop, défendu. C'est la même chose, un peu étendu, mais défendu. Le 733 n'est pas soutenu. L'amendement 918 rectifié. Il n'est pas soutenu. L'amendement 186 rectifié. Il est défendu. Merci, chers collègues. L'amendement 187 rectifié. Monsieur Guéné, monsieur... Il est défendu. Amendement 492 rectifié bis. Monsieur Longuet. Il n'est pas soutenu. L'amendement 623, 2 amendements identiques. Monsieur Bachere. Je vais laisser Vincent Capo-Canellas le développer, donc je vais le défendre. C'est pour les aéroports qui sont aussi impactés dans la concurrence des aéroports, c'est embêtant. Donc voilà l'idée d'exonération. Très bien. Merci. L'amendement 753, Monsieur Capo-Canellas. Identique, Madame la Présidente. Il s'agit donc des véhicules non immatriculés utilisés au sein des enceintes aéroportuaires, appartenant ou non aux sociétés qui exploitent les aérodromes ou aux entreprises de transport et utilisés à différents titres. Voilà, ces véhicules sont dans la directive du 27 octobre 2003 qui fixe un cadre communautaire de taxation des produits énergétiques. Voilà, donc on vous propose de prendre en compte cette spécificité. Je vous remercie. L'amendement 515 rectifié. Monsieur Cadic. Oui, c'est donc les secteurs impactés ont de faibles marges et subissent une concurrence européenne et internationale importante. C'est pourquoi il est nécessaire de prévoir le report de cette mesure. Merci. L'amendement 98 n'est pas soutenu. L'amendement 188, Monsieur Carucci. Il est défendu. L'amendement 208 rectifié bis. Monsieur Lefebvre. Non, monsieur. Ah, monsieur. Oui, Monsieur Cuypers, pardon. Oui, c'est un amendement qui concerne justement les entreprises dont l'activité est conditionnée par la disposition de moteurs auxiliaires dans leurs véhicules pour produire le froid nécessaire à la conservation des aliments jusqu'à leur lieu de destination ou de distribution. Alors, compte tenu des enjeux financiers pour les entreprises effectuant du transport routier de marchandises sous température dirigée et des effets induits, cet amendement vise à ce que le taux réduit de TICPE sur le GNR soit maintenu pour cette activité dans l'intérêt économique, social et sanitaire de la France. Il faut néanmoins rappeler que ces mêmes entreprises sont par ailleurs soumises à de très lourdes incertitudes en matière de fiscalité foncière liées à l'imprécision du régime de l'article 1499 du CGI, conduisant les corps de contrôle à requalifier leurs entrepôts logistiques et de stockage en établissements industriels, avec à la clé des hausses de taxes pouvant dépasser 300%. Alors, tant que cette incertitude n'aura pas été levée, ce que ne permettra pas l'article 56 du présent PLF, il convient de les préserver
de hausse de fiscalité aussi lourde que celle résultant de l'article 19. Merci. L'amendement 1032, présenté par le gouvernement, monsieur le ministre. Merci Madame la Présidente. L'amendement que je vous présente a pour objet de différer d'une année la hausse du tarif du gazole non routier pour le secteur du transport frigorifique, afin de permettre d'étudier un éventuel dispositif de répercussion des charges de gazole dans le prix appliqué pour leurs prestations. Et cette disposition sera mise en œuvre via une extension temporaire aux usagers non routiers de la procédure existante de remboursement d'une fraction de taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques pour le gazole routier. Merci. Vous pouvez conserver la parole, monsieur le ministre, puisque vous allez défendre l'amendement 1023. Le 1023 a pour objet de tirer les conséquences des évolutions des mesures transitoires de l'article 19 dans le dispositif de neutralisation des impacts de la réforme sur les recettes de TICPE qui leur sont affectées. Et donc, il s'agit de tenir compte du décalage d'une année du remboursement ferroviaire adopté à l'Assemblée nationale. Nous proposons les évolutions suivantes. Retirer les quantités de gazole non routier utilisées par le secteur ferroviaire en 2019 dans le calcul du coefficient de correction de cette année, afin de tenir compte du recours prolongé au gazole non routier par ce secteur. Deuxième évolution, retenir pour le calcul du coefficient de correction les dernières quantités de gazole connues avant la réforme, celles consommées en 2017 pour l'année 2019 et celles consommées en 2018 pour les autres années, en les corrigeant de l'estimation de la hausse des volumes jusqu'à l'année en cours. Tout cela nous permettra d'éviter toute perte de recettes pour les régions et de neutraliser les reversements des régions selon leur niveau de consommation respective de gazole non routier. Merci, monsieur le ministre. Nous avons maintenant 3 amendements identiques. L'amendement 121 rectifié. Madame Keller ou monsieur Lamini? Monsieur Lamini? Non, je préciserai qu'il est défendu. Voilà. Merci. Amendement 485 rectifié. Monsieur Lefebvre? Il est défendu. Amendement 691 rectifié. Monsieur Lenay? C'est un amendement de repli, mais je le retire. Alors, retiré. Voilà, retiré. L'amendement 682 rectifié. Il est défendu. Très bien. Nous allons maintenant demander l'avis de la commission, monsieur le rapporteur général, pour l'ensemble de ces amendements. Tous ces amendements, monsieur le ministre, madame la présidente, mes chers collègues, sont tout simplement l'illustration des difficultés pratiques que représente cette hausse du gazole non routier, ce triplement. Je rappelle bien que c'est un triplement. Alors, je pense qu'en effet, on a la montagne, on a les frigorifiques, on a les collectivités, on va avoir sans doute peut-être bientôt les industries extractives, etc., etc. Derrière, ce qui apparaît comme voilà, quelque chose de simple, on s'aligne. Dans la pratique, on le voit, ça pose d'énormes difficultés pratiques. Alors, je vous ai dit à l'instant que la Commission des finances proposerait un amendement, et je crois qu'à travers le scrutin public a été exprimé, ça veut dire qu'on s'y est évidemment rallié, un amendement qui préserverait les PME au sens communautaire, c'est-à-dire plus de 250 salariés notamment, de moins de 250 salariés, pardon, qui préserverait ces PME de cette hausse brutale de leur fiscalité sur le gazole non routier. Alors, la plupart des exemples qui sont cités, je pense qu'ils sont couverts par cet amendement. Je regardais à l'instant l'une des plus grandes sociétés qui exploite des remontées mécaniques. Je pense que c'est une des plus grandes de France. La société des Trois-Vallées, je regardais son nombre de salariés permanents, 180. Elle rentre a priori dans la définition des PME au sens communautaire. Donc elle devrait être épargnée, puisque c'est bien l'objet de l'amendement que je vous poserai dans un instant, elle devrait être épargnée de cette hausse de fiscalité. Donc nous, je pense que de ce point de vue, ces amendements seraient satisfaits. C'est la raison pour laquelle je leur proposerai à leurs auteurs de les retirer. Sur l'amendement de notre collègue Cupers concernant le frigorifique, je pense que l'amendement du gouvernement couvre ce champ, peut-être qu'il a travaillé, donc a priori ça veut dire que la préoccupation a été entendue. Là aussi je pense qu'on pourrait se rallier à l'amendement du gouvernement. Quant aux autres amendements, je mets peut-être par contre une nuance peut-être pour les amendements qui portent sur les collectivités, dont je cherche à l'instant le numéro, je disais 618 et 918, parce que les collectivités, évidemment, c'est notamment la question du déneigement qui a été évoquée par les uns et les autres. C'est une situation différente. Là, ce ne sont pas des PME, ce sont les collectivités qui sont directement impactées. Je serai donc sur un avis de sagesse
parce que la hausse, encore une fois, du GNR non routier va aussi impacter des communes, des départements, et en particulier les départements montagneux, pour lesquels ce sera purement et simplement une très forte hausse de fiscalité. Donc voilà, c'est plutôt une demande de retrait en considérant que l'amendement PME et l'amendement PME couvrent le champ. Un avis de sagesse ou un avis favorable plutôt sur les deux amendements du gouvernement, et un avis de sagesse sur les amendements collectivités qui portent les numéros 618 et 918. 918 n'a pas été soutenu. Donc, ça veut dire... Quel est l'avis du gouvernement ? Merci Madame la Présidente. Le gouvernement a un avis défavorable sur la plupart des amendements qui ont été défendus, soit pour des questions d'équilibre budgétaire, soit parce qu'ils sont contraires à un certain nombre de règles européennes, et parfois aussi pour des arguments identiques à ceux utilisés par monsieur le rapporteur. Je demanderai simplement à l'amendement déposé par monsieur Adnot, qui a été présenté, le 208, si ses auteurs acceptaient de le retirer au profit du 1032 du gouvernement, puisque, comme l'indiquait le rapporteur, le champ est le même, il s'agit du secteur frigorifique, et il nous semble que la rédaction que nous vous proposons couvre de manière plus efficace la cible, et en tout cas et atteint l'objectif qui est recherché par les auteurs. Donc c'est une demande de retrait du 208 au profit du 1032 et un avis défavorable sur les autres amendements. Alors, nous allons reprendre au début avec l'amendement 14 de monsieur Longeau. Deux avis défavorables. Mais donc on voit qui est pour. Pardon. Monsieur Longeau. Oui. Pour explication de vote. Pardon, monsieur Longeau pour explication de vote. Ah, pardon, j'avais mis au voix. Donc, alors, qui est pour? Qui est contre? L'amendement n'est pas adopté. L'amendement 38, 216 et 308, 514 rectifié bis et 690 rectifié ont un avis défavorable de la commission, avis défavorable du gouvernement. Qui est pour? Ils sont retirés. Pardon, monsieur Cadic, vous voulez vous exprimer? Je retire mon amendement. Vous retirez votre amendement. Est retiré. Le 514 est donc retiré. Monsieur Laminé. Monsieur Laminé, Il retire le 38. Vous retirez le 38? Oui. Il reste le 216. Il reste donc le 216. Le 308. Le 308. Et le 690 de monsieur Lelay. Et le 690. Donc je mets aux voix. Qui est pour? Qui est contre? Ils ne sont pas adoptés. L'amendement 1041 de la Commission. Quel est l'avis du gouvernement? Pardon, monsieur le ministre, je n'ai pas entendu. Au risque d'être un peu surprenant, puisqu'il s'agit de la coordination, mais c'est un amendement de coordination par rapport à la révision, voire la suppression de la trajectoire qui a été adoptée après l'article 18. Le gouvernement s'étant opposé à l'amendement 166 du rapporteur, il ne peut en toute logique être défavorable à l'amendement présenté. Bien, je mets donc aux voix avec un avis défavorable du gouvernement. Qui est pour? Qui est contre? L'amendement est adopté. L'amendement 185. Deux avis défavorables. Pas de demande de parole. Deux avis défavorables. Avis défavorable de la Commission et du gouvernement. Qui est pour? Qui est contre? L'amendement n'est pas adopté. 624, deux avis défavorables. L'amendement 624. Deux avis défavorables du gouvernement et de la Commission. Qui est pour? Qui est contre? Il n'est pas adopté. L'amendement 919. Deux avis défavorables. Il est retiré. L'amendement 678. Madame de Romédy, vous le maintenez? Oui. Deux avis défavorables. Pardon? 678. 678. Ce n'est pas le 618.
Non, non, pas 618, c'est l'amendement 678. C'est pour ça que je demandais à Madame de Romédy si elle le maintenait. Il est retiré? Il est retiré. L'amendement 710, rectifié bis, retiré. L'amendement 940, Madame Espagnac. Pardon? Il est maintenu? Il est maintenu. Alors je mets donc aux voix cet amendement avec 2 avis défavorables. Qui est pour? Qui est contre? Il n'est pas adopté. L'amendement 618 rectifié bis avec un avis de sagesse de la commission et un avis favorable du gouvernement. Non. Défavorable du gouvernement. Il est défavorable, pardon. Oui, c'est le 1032. Alors, je recommence pour que ça soit clair. 618 rectifié bis, un avis de sagesse de la part de la commission et un avis défavorable de la part du gouvernement. Qui est pour? Qui est contre? Il est adopté. Le 186 en conséquence tombe. Le 186 rectifié tombe. Le 187 également. Le 187 rectifié également. Nous avons 2 amendements identiques. Le 623 rectifié. Avec 2 avis défavorables. Qui est... Vous le maintenez, Monsieur Bachere? Et le 753 de M. Capo-Canellas. Et Monsieur Capo-Canellas, vous avez le 753. Ils sont identiques, 2 avis défavorables. Ils sont identiques. Monsieur Longuet. Monsieur Longuet. Oui, il n'a pas été défendu. L'amendement 492 n'a pas été défendu, Monsieur Longuet. Il n'a pas été défendu. Je suis présent en séance. Je suis co-signataire. J'ai bien l'intention de le défendre. Mais, Monsieur Longuet. Pardon? Il tombe, votre amendement tombe à cause du 618. Nous avons 3 amendements identiques. Alors, donc, je demande aux auteurs des amendements 623 rectifiés et 753 s'ils sont maintenus. Oui, avec 2 avis défavorables de la commission et du gouvernement. Qui est pour? Qui est contre? Ils ne sont pas adoptés. L'amendement 515 rectifié. 2 avis défavorables. Qui est pour? Qui est contre? Il n'est pas adopté. L'amendement 188 avec 2 avis défavorables du gouvernement et de la commission. Qui est pour? Qui est contre? Il n'est pas adopté. L'amendement 208 rectifié bis avec 2 avis défavorables de la commission et du gouvernement. Qui est pour? Oui, pardon, Monsieur Cuypers. Oui, le gouvernement a demandé à supprimer cet article tout à l'heure. Et puisque l'article suivant, l'amendement, dit la même chose, je ne crois pas. L'amendement suivant dit que cet amendement supprime les alinéas qui font disparaître le tarif réduit sur le gazole non routier. Ce n'est pas le cas de l'amendement que j'ai porté. Donc je maintiens l'amendement. Très bien. Il reste néanmoins qu'il... Y a-t-il d'autres demandes de parole? Non. Cet amendement a un avis défavorable du gouvernement et de la commission. Qui est pour? Qui est contre? Il n'est pas adopté. Amendement 1032 présenté par le gouvernement avec un avis favorable de la commission. Un avis favorable de la commission. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il est adopté. Même chose pour le 1023. Avis favorable de la commission. Qui est pour? Qui est contre? Il est adopté. L'amendement 121 rectifié et le 485
sont identiques. Monsieur Laménie, vous le maintenez? Il est maintenu. Monsieur Lefebvre, vous le retirez? Alors, monsieur Laménie, qu'avez-vous dit? Vous le retirez. Très bien. L'amendement 682 rectifié, avec 2 avis défavorables. Qui est pour? Qui est contre? Il n'est pas adopté. Passons maintenant à 2 amendements identiques faisant l'objet d'une discussion commune. L'amendement 707, présenté par Madame Goulet. Oui, Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, pour le secteur des industries, des carrières et des matériaux de construction, la suppression du tarif réduit de TICP sur le GNR prévu à l'article 19 équivaut à une hausse de 300% de TICP au 1er janvier 2019. Au sein de ces filières, pour les entreprises qui extraient et produisent des minéraux à usage industriel, un tel triplement serait extrêmement lourd de conséquences. La répercussion de la TICP fragilisera les filières industrielles qui consomment ces minéraux à l'aval, industrie de verrière, industrie céramique, industrie papetière, industrie forge, fonderie et métallurgie. Leur compétitivité sera directement impactée par rapport à leurs voisines européennes et internationales qui bénéficient de moindres coûts d'approvisionnement d'énergie et de transformation. Argile d'Ukraine et de Turquie, talc australien et chinois, etc. Cet amendement propose donc en conséquence de prévoir un régime particulier pour les entreprises qui extraient et produisent des minéraux destinés à des applications industrielles, à l'instar de ce qui est déjà prévu pour les entreprises ferroviaires, qui conservera un tarif réduit en vigueur. Merci, cher collègue. L'amendement 1015, Monsieur Daudigny. Oui, merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. L'article 19 de cette loi de finances pour 2019 prévoit la suppression du tarif réduit de TICPE sur le gazole non routier. Alors, je ne vais pas reprendre les arguments qui ont été précédemment exposés, qui concernent donc le secteur des industries de carrière et de matériaux de construction, dont la suppression précédemment citée équivaudrait à une hausse de 300% de TICPE au 1er janvier 2019 et mettrait donc en cause les équilibres financiers des entreprises et leur compétitivité. L'amendement propose donc en conséquence de prévoir un régime particulier pour les entreprises qui extraient et produisent des minéraux destinés à des applications industrielles, à l'instar de ce qui est déjà prévu pour les entreprises ferroviaires qui conserveront le tarif réduit en vigueur. D'où cet amendement. Je vous remercie. Merci, cher collègue. Quel est l'avis de la commission, monsieur le rapporteur général? Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, à l'instant, le gouvernement, et le Sénat l'a adopté, nous a proposé un amendement sur les industries frigorifiques, les entreprises de transport frigorifique, en considérant que c'était finalement des entreprises qui étaient fortement consommatrices de gazole non routier. Alors là, on a un exemple de secteur, à travers les industries extractives, qui manifestement est également très consommateur de gazole non routier, et semble-t-il sans alternative. Parce que les engins qui sont dans les carrières ou dans les mines, ce sont des engins qui fonctionnent au gazoil et il n'y a pas en général d'électricité dans ces carrières. Donc la commission, dans le temps qui était imparti, c'est-à-dire de manière très très réduite, nous avons dû regarder un très grand nombre d'amendements à un temps très limité, avait considéré que le champ d'un certain nombre de ces carrières était couvert en général par l'amendement que nous allons adopter sur les PME. Mais avant d'adopter une position définitive, j'aimerais interroger le gouvernement pour savoir quel est l'impact, par exemple, du gazoil non routier, de la suppression du gazoil non routier sur ces industries. Parce que ce serait intéressant de savoir... Pardon? Si, normalement, cher Gérard Longuet, normalement, il y a des études d'impact. C'est même obligatoire dans la... oui, mais voilà, normalement, c'est obligatoire dans un monde bien fait. On devrait, soit on nous dit, parce qu'on nous dit ça coûte 1 milliard, alors ça rapporte 1 milliard de faire ça. Alors moi, j'aimerais savoir l'impact secteur par secteur. Donc, je ne sais pas ce que le gouvernement peut nous dire sur les industries extractives qui vont être reçues, paraît-il, dans les prochains jours. Est-ce que ces industries, on ne peut pas nier qu'elles consomment beaucoup de gazole non routier. Voilà. Est-ce que c'est mines? Est-ce que c'est carrières?
de combien ça va les impacter, de combien de points de marge. Tout à l'heure, on a eu dans un amendement une estimation. Alors, on nous dit, oui, les frigorifiques, on les a entendus. Alors, pourquoi pas ceux-là? Donc voilà, j'aimerais savoir avant qu'on se prononce. Bien, quel est l'avis du gouvernement, Monsieur le ministre? Merci Madame la Présidente. La question, pour répondre à Monsieur le rapporteur, la question n'est pas celle de l'estimation du coût, c'est celle de la conformité au droit communautaire. Et la directive prévoit un certain nombre de secteurs pouvant faire l'objet de dérogations, et le frigorifique en relève, contrairement aux industries extractives. Donc c'est la raison pour laquelle le gouvernement ne peut avoir qu'un avis défavorable sur ces amendements, mais je précise que j'aurai l'occasion de présenter tout à l'heure un amendement 1030 qui permet, dans le secteur du BTP, mais aussi dans le secteur des industries extractives, par prolongement, de répercuter sur les coûts, l'augmentation des coûts de production liés à cette fiscalité écologique. Alors, au vu des L'avis, pardonnez-moi Madame la Présidente, l'avis est défavorable puisque ce n'est pas une question de coût, c'est une question de dérogation possible ou non en droit communautaire. Alors, au vu des explications qui viennent d'être données, Monsieur le rapporteur général, quel est l'avis de la Commission? Rien compris l'explication du ministre, parce que tous ces secteurs, on a parlé des stations de ski, on a parlé des industries extractives, on a parlé des industries frigorifiques, on a parlé des travaux publics. Les uns et les autres se sont exprimés sur ces différents secteurs qui étaient tous jusqu'à maintenant épargnés et qui bénéficiaient d'un tarif spécifique sur le gazole non routier. Et puis on nous dit, ben voilà, le gouvernement à l'instant vient de nous proposer, on l'a adopté d'ailleurs, un amendement permettant pendant 1 an au moins de différer la hausse de taxes GNR sur les industries frigorifiques, sur le transport frigorifique pour être plus exact. Et à l'instant on nous dit mais il y a un problème communautaire pour les industries extractives. J'ai un petit peu mal à comprendre puisque jusqu'à maintenant l'ensemble de ces secteurs bénéficiaient bien du tarif privilégié. Ah oui, donc alors pourquoi voilà. Donc en tous les cas, voilà, j'en mettrai un peu plus d'explications parce qu'il y a peut-être sans doute une bonne raison, mais on aimerait la comprendre. Monsieur le ministre, vous souhaitez compléter vos explications? Merci Madame la Présidente, en essayant d'être plus clair pour que Monsieur le rapporteur puisse peut-être partager l'avis que je donne au nom du gouvernement. Nous pouvons prévoir un système de dérogation, mais si nous le prévoyons, il faut le prévoir sur l'intégralité d'un secteur. Les dérogations autorisées par la directive et par les règles communautaires ne concernent que des secteurs qui sont traités de manière nominative. L'agriculture et le ferroviaire en font partie, ce qui préside aux amendements adoptés à l'Assemblée ou que je présente devant vous ce soir, ou alors des secteurs considérés comme extrêmement intensifs en matière énergétique. C'est le cas du frigorifique qui est considéré comme un secteur électro-intensif. Les industries extractives que les amendements déposés proposent de sortir du champ de l'exonération relèvent du secteur des travaux publics, ne sont pas traités nominativement ou spécifiquement par les règles communautaires et ne sont pas considérés, quoi que nous puissions les uns et les autres en penser par ailleurs, comme étant intensives en consommation d'énergie. C'est la raison pour laquelle nous ne pouvons pas être favorables à un amendement qui traite les industries extractives de manière spécifique, d'où l'avis défavorable que je donne. C'est aussi la raison pour laquelle je donnerai un avis défavorable sur les 2 amendements à venir qui sortent l'intégralité du champ du BTP, ce qui se transformerait d'autre part en aide d'État et serait contraire par ailleurs à la trajectoire budgétaire qui est la nôtre. Alors, monsieur le rapporteur général, je reviens vers vous. Nous avons besoin de l'avis de la Commission. Donc c'est un avis de sagesse négative, pour reprendre. Je mets aux voix donc... Pardon, y a-t-il des explications de vote? Non? Oui? Oui? Monsieur Longeau. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, nous voterons l'amendement 707 parce que, effectivement, malgré les explications de Monsieur le Ministre, cette hausse de 300% a un impact immédiat et va remettre en cause la compétitivité de ces filières. Et je crois qu'il faut, à un moment donné, eh bien, vraiment le prendre en compte. Merci. Y a-t-il d'autres demandes? Oui, Monsieur Daudigny. Oui, merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Je me permets d'insister sur les fondements de cet amendement. Toutes les informations qui sont en notre possession nous amènent à penser que la compétitivité des entreprises concernées serait gravement mise en danger si la disposition envisagée par le gouvernement était maintenue.
Monsieur Longuet. Oui, Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, j'étais un petit peu étonné de la référence aux directives européennes. Alors, Monsieur le Ministre, vous avez le mérite de nous donner une réponse, mais une réponse qui n'est pas liée au GNR, qui est liée à un principe européen tout à fait respectable, c'est qu'une fiscalité doit frapper également des secteurs d'activité qui doivent traiter également et qui sont différents par nature. Maintenant, vous ne nous empêcherez pas de faire notre métier de parlementaire et de constater qu'il y a des suppressions d'exonération du GNR qui sont proprement insupportables. Certains collègues ont évoqué les carrières. Je n'ai pas pu défendre les ports, cher à M. Édouard Philippe. La différence des ports, c'est quand on n'est pas content d'un port français, on va dans un port de la mer du Nord. Et donc, on est en train de se tirer une balle dans le pied en diminuant délibérément la productivité, la compétitivité des ports français. Mais votre réponse, dans sa brièveté, laisse à penser que c'est une directive européenne. Non, c'est un choix du gouvernement français de supprimer une exonération qui permettait à des secteurs différents, confrontés à des situations différentes, de vivre. Brutalement, vous leur imposez une charge nouvelle, mais ne vous réfugiez pas derrière une directive européenne pour faire détester un peu plus l'Europe dans notre pays, alors qu'en réalité, c'est la conséquence directe d'une volonté de fiscalité brutale et agressive. Merci, Monsieur le Président Eblé. Vous avez demandé la parole. Explication de vote par l'exemple. Dans mon département, une entreprise s'est adressée à moi pour m'indiquer que le surcroît de taxation correspondait à 14% de sa masse salariale et a un effet choc de compétitivité négatif de 3,5 CICE. Merci, Monsieur le Ministre. Un mot, Madame la Présidente, pour indiquer au ministre Longuet que la directive à laquelle je fais référence, c'est la 2003/96 qui porte sur les produits énergétiques et qui encadre, y compris la définition des secteurs considérés comme intensifs en consommation d'énergie. J'ai fait ce rappel et j'ai dit pourquoi nous inscrivions nos dérogations dans le cadre de l'application de cette directive, mais loin de moi, pour répondre à votre inquiétude, une quelconque volonté d'empêcher les sénateurs de faire leur travail de législateur. Bien, y a-t-il d'autres demandes d'explication de vote? Oui, M. Grémillet. Oui, Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Monsieur le rapporteur, chers collègues. Je suis très surpris de ce qu'on est en train de vivre à cet instant. J'ai l'impression qu'on est en train de légiférer au doigt mouillé sur des propositions. Il n'y a aucune étude d'impact. Donc, c'est, je dirais, le catalogue. On tourne page après page en se disant ce secteur ne va pas pouvoir supporter. Mais personne n'a imaginé pour les autres secteurs d'activité. On sera dans la même posture. Monsieur le ministre, mais donnez-nous quel est le fondement par rapport à l'ensemble des secteurs d'activité de notre pays qui permettront que pour les autres, ça sera supportable. Vous donnez des chiffres pour les uns, mais les impacts seront de la même manière pour les autres, avec les mêmes conséquences au niveau de l'emploi, les mêmes conséquences sur la perte de l'activité économique. Mais j'attends de vous, Monsieur le ministre, des réponses très concrètes et pas une liste comme vous êtes en train de le faire. Quelles sont les expertises que vous pouvez nous apporter à cet instant précis? Merci, Monsieur Féraud. Nous parlons amendement après amendement de secteurs d'activité avec des conséquences très concrètes et très sérieuses, comme là sur les carrières. Nous voterons bien sûr cet amendement, mais je pense que ces discussions successives montrent que nous aurions peut-être bien fait sur le fond de voter la suppression de l'article 19 parce que prendre les choses par petits bouts, visiblement, n'est pas efficient. Merci. Y a-t-il d'autres demandes de parole? Oui, Monsieur Savoldelli. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, chers collègues, je voulais soutenir ce qui vient d'être dit. Nous, on a regardé un peu l'effet sur les PME. Nous avons regardé le débat à l'Assemblée nationale. Il y a quand même une estimation de près de 500 millions d'euros. Si on prend toutes les PME, et là je rejoins aussi l'intervention précédente,
Soit on découpe, vous voyez, en filière, en spécificité, et à un moment, on ne sait plus où on va la spécificité et la singularité. Par contre, quand on prend l'ensemble du tissu PME, on peut dire que ça fait à peu près 500 millions. Et quand on fait ce rapport-là aux marges de ces PME, ça fait à peu près 60%. Donc il y a une illustration dans une entreprise en Seine-et-Marne, on a là un volume, quelle que soit la nature de la filière et de l'économie. Donc qui on va autant singulariser, spécifier, etc. Alors que quand on regarde notre tissu PME, qui est un élément quand même de cohésion et d'attractivité quand même de notre pays, on regarde, c'est 500 millions, 60% de leur marge. Donc vraiment, il fallait supprimer l'article 19. Merci. Monsieur le rapporteur général, vous souhaitiez vous exprimer? J'ai regardé les évaluations préalables de l'article 19 et c'est vrai qu'on est quand même très déçus. En tout cas, Gremillet l'a dit à l'instant. Au départ, on nous dit, voilà, on va supprimer le gazole non routier, enfin les différentiels, c'est 1 milliard d'euros. Et puis ensuite, c'est vrai que le gouvernement commence à reconnaître quels sont nos problèmes. Alors on commence par exonérer les transports fluviaux, et puis ensuite on enlève à l'Assemblée la pêche sur les eaux intérieures, et puis on enlève toutes les autres activités, y compris les activités de loisirs sur les lacs. Et puis certains se disent, ah ben c'est embêtant, il y a les bateaux utilisés pour le besoin des autorités publiques, on les enlève aussi. Puis après on dit, mais finalement le ferroviaire, ça va l'impacter. On l'enlève aussi. Puis là, le gouvernement nous dit, on va peut-être en rajouter aussi sur finalement le frigorifique. Bon, donc peu à peu, ça veut dire concrètement, le gouvernement prend la mesure de l'impact sur l'industrie et sur les marges. Voilà. Donc, alors nous, on a proposé une mesure un peu générale qui vise d'abord à préserver les PME pour une question de solde et de compatibilité avec le régime communautaire. Mais c'est vrai que c'est typiquement la mesure, voilà, qui était pensée en un instant dans une mesure de pur rendement. Parce que dans tous ces secteurs, les bateaux électriques, je ne les connais pas encore beaucoup. Les bateaux, les tractopelles, non mais à part non, les grands bateaux électriques, franchement, et je parle bien des grands bateaux électriques, les transports frigorifiques, les groupes électriques, ça, franchement, bah oui, les tractopelles électriques, à part celui que j'ai montré à mes collègues de la commission des finances, le jouet de Noël, il n'y en a pas beaucoup, etc., etc., etc. Donc c'est des mesures de rendement. L'État a cherché à récupérer sur le dos, au nom d'une fiscalité écologique, 1 milliard d'euros, et on s'aperçoit peu à peu, et c'est pour ça que moi je me réjouis, alors on a pu voter tout à l'heure l'amendement de suppression du GNR, mais finalement ce débat est utile, parce qu'il va permettre concrètement qu'on prenne la conscience des dégâts que ça va représenter en termes de perte de marge. C'est-à-dire qu'on s'aperçoit peu à peu, et les amendements sont là, donc on a à peu près préservé les collectivités, mais on va pas s'apercevoir que ça touche la compétitivité des stations de ski, ça touche l'industrie extractive, ça touche les industries frigorifiques, ça touche la chimie, ça touche la métallurgie, etc., etc., etc. Et je pense qu'on aura, malgré toutes les explications qui viennent de nous être données à l'instant, on aura, d'ici la deuxième lecture, un autre amendement sur l'industrie extractive, etc., etc. Donc c'est typiquement l'exemple d'une mesure qui n'est pas préparée, sur lesquels les entreprises ne sont pas préparées. Et encore une fois, ce qui est contestable, c'est la brutalité. On ne peut pas avoir eu pendant des années, des dizaines d'années, un différentiel de taxes justifié ou pas justifié, et du jour au lendemain, à l'échelle d'APLF, tripler cette taxe et dire aux entreprises, adaptez-vous dès le 1er janvier. Donc c'est la raison pour laquelle, encore une fois, moi je ne sais pas ce qu'on va en penser. Je dis mis un avis de sagesse négative compte tenu des arguments juridiques, donc qui ne m'ont pas à ce stade convaincu. Je ne suis pas du tout certain que ces industries extractives soit des industries faiblement consommatrices d'énergie. Ça m'étonnerait. A priori, quand on fait des carrières, quand on veut extraire des matériaux dans des carrières, ça utilise essentiellement du gazoil non routier. C'est la seule force. Hein. Les mineurs de force à la main, heureusement, il n'y en a plus en France. Ça utilise par contre beaucoup d'énergie, et beaucoup d'énergie qui n'est pas de l'énergie électrique. Bon, en tous les cas, je pense que les interventions des uns et des autres montrent le caractère pour le moins mal préparé de l'article 19. Merci. Je vais mettre aux voix les amendements 707 et 1015 avec un avis de sagesse négative du rapporteur général, un avis défavorable du gouvernement. Qui est pour? Qui est contre? Ils sont adoptés. L'amendement 97 n'est pas soutenu. L'amendement 853 n'est pas soutenu. L'amendement 37, Monsieur Cuypers. Monsieur Lamini.
Oui, merci Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, chers collègues, donc à l'initiative de notre collègue Madame Vermeillet et plusieurs d'entre nous, alors cet amendement vise principalement à maintenir l'exonération de TICPE pour le gazole non routier utilisé par les entreprises de domaine skiable pour leurs opérations de damage. Donc il étend à ces opérations de damage, les entreprises de domaine skiable bénéficient du taux réduit de TICPE que le projet de loi de finances réserve aussi au transport ferroviaire. Tel est l'objet de cet amendement. Merci. Alors, quel est l'avis de la commission, monsieur le rapporteur général? On a déjà un petit peu parlé des stations de ski, on va reparler. Bon, moi, je considère que j'ai regardé, a priori, les grandes stations de ski et je n'ai pas trouvé qu'il y avait plus de 250 salariés permanents. Peut-être, suis-je dans l'erreur et a priori, pour moi, elle serait couverte par l'article 616 que je vais proposer dans un instant, donc, et qui a pour but d'exonérer de hausse de fiscalité sur le GNR l'ensemble des PME, qu'elles soient du secteur ou pas, bien sûr des stations de ski. Donc l'ensemble des secteurs qui relèvent du secteur du domaine des PME seraient, avec l'amendement 616, satisfaites. Et donc, voilà, sous réserve de trouver des grandes stations ayant plus de 250 salariés permanents, je vous proposerai un retrait au profit de l'amendement 616 que je vous présenterai dans un instant. Merci. Quel est l'avis du gouvernement? Défavorable. Défavorable. Y a-t-il, oui? Oui, Madame la Présidente, j'en profite, étant arrivant juste dans le cadre des domaines skiables, pour rappeler les amendements que j'avais faits sur le déneigement des communes rurales, parce que le déneigement... Ah, il a été adopté? Ah, ben voilà. Bien, alors, merci. Est-ce que les auteurs le retirent? Monsieur Laménie. Monsieur Laménie, est-ce que vous retirez votre amendement? Écoutez, au vu des explications, Monsieur le Ministre, et du rapporteur général, si c'est au profit d'un autre amendement, je vais le retirer. Merci, chers collègues. Passons à l'amendement 616, présenté par Monsieur de Montgolfier au nom de la Commission des finances. Je vous en ai suffisamment parlé, donc vous le connaissez par cœur maintenant. Donc, alors, les agriculteurs, vous le savez, bénéficient d'un dispositif de remboursement, c'est-à-dire très concrètement, qui fonctionne sans difficulté particulière, puisqu'ils achètent leur gazole et ensuite ils ont un remboursement du différentiel de taxes. Ce qui vous est proposé, c'est tout simplement pour les PME d'avoir ce même dispositif, d'avoir, à l'instar de ce qui se fait pour les agriculteurs et qui fonctionne, pour les PME au sens communautaire, le remboursement de la taxe. Alors pourquoi le système de remboursement? Parce que tout simplement, dans une station-service, on ne peut pas avoir un prix, sinon c'est évidemment ouvert, c'est toute la fraude qui est ouverte par définition. Donc le prix à la pompe, il est le même pour tous. Simplement, la PME bénéficie, comme les agriculteurs avec le fameux carburant rouge, du remboursement du différentiel de taxes. Donc c'est un dispositif qui est simple, qui fonctionne déjà pour le secteur agricole. Et je vous rappelle que sans ce dispositif, ça veut dire qu'une PME, on l'a redit, il faut bien le réinsister parce que les Français ont besoin de savoir ce que ça représente. Sans ce dispositif, la PME verrait son tarif de TICPE triplé, c'est-à-dire concrètement, elle passerait de 18 centimes 82 par litre à 64,76 centimes par litre. Voilà. Donc concrètement, avouez que entre la nuit du 31 décembre et le 1er janvier, avoir plus de 50 centimes de hausse, c'est quand même un peu brutal. Et donc ça va tout simplement, la conséquence c'est quoi? C'est tout simplement de manger la marge des PME. Alors vous avez quelques exemples, le gouvernement les a lui-même cités, voilà, il n'y a pas de copyright du gouvernement, pour ces 2,48% de marge, 0,5 pour l'industrie chimique, 0,43 pour l'industrie métallurgique. Alors les grands groupes, je pense qu'à travers l'amendement qu'on adoptera tout à l'heure de Mme Lamure, j'espère qu'on adoptera, ils peuvent le supporter. Les PME, eh bien, qui sont soumis à une concurrence internationale et ne le pourraient pas. Et c'est la raison pour laquelle je vous propose d'adopter cet amendement qui, Monsieur le Ministre, est compatible avec les droits communautaires, puisque nous sommes, bien sûr, dans les sens des PME, au sens des minimis. Donc voilà, un amendement important qui est une réponse à la brutalité de cette hausse applicable dès le 1er janvier
triplement de la taxe que ne se rapporterait pas des PME et qui est applicable à l'ensemble des PME et notamment sur tous les secteurs qu'on a évoqués les uns les autres. Merci. Quel est l'avis du gouvernement, monsieur le ministre? Merci Madame la Présidente. Le gouvernement partage le même objectif mais propose un chemin différent. Avec l'amendement 1030 que je présenterai tout à l'heure, nous proposons de permettre l'indexation des contrats et d'intégrer donc la hausse des coûts des entreprises pour qu'elles n'en soient pas les victimes. Le rapporteur propose un dispositif de remboursement par la puissance publique. Et donc, parce que nous préférons, vous en pardonnerez, le dispositif plus large et pas seulement ciblé sur les PME comme le propose le rapporteur, nous préférons, si l'on peut dire, l'amendement 1030 à l'amendement du rapporteur. Donc c'est une demande de retrait ou à défaut un avis défavorable. Merci. Y a-t-il des explications de vote? Oui, monsieur Capu. Je me suis déjà exprimé, je crois, moi aussi, sur cet amendement. Cet amendement a un vrai vice qui entraîne des conséquences qui sont très importantes et qui n'ont pas été suffisamment, je pense, examinées. Donc effectivement, on espère qu'il sera rejeté par l'Assemblée nationale, mais il n'en reste pas moins que c'est notre responsabilité et que, comme j'ai une confiance peut-être plus élevée que d'autres, du fait de mon indépendance vis-à-vis du gouvernement et de l'Assemblée nationale, je n'exclus pas que par hasard, il conserve notre amendement. Et je voudrais attirer votre attention sur cet amendement. En fait, peut-être, parce que j'ai du mal à me faire comprendre, je voudrais utiliser, peut-être pas une parabole, ça n'est pas le lieu, mais une image. Ce qu'on nous demande de choisir, c'est entre le petit dernier de la famille, que nous choyons, que nous adorons, et que nous souhaitons nourrir, effectivement, et l'adolescent de la famille. L'aîné, il a quitté la famille, il est à l'international, il a créé une énorme boîte internationale, il est à l'abri. Notre deuxième fils, c'est une ETI. Il a besoin aussi de notre soutien. Il est dans le foyer France et il a besoin qu'on le soutienne. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas nourrir le petit dernier, qui est notre préféré, qui est la PME, qu'on veut choyer. Mais ce qu'on nous demande de choisir dans cet amendement, c'est entre le petit dernier, la PME, et notre deuxième fils, qui a une ETI, qui est une ETI. Et en fait, le père de famille que nous sommes ne peut pas choisir entre les deux. Donc je pense qu'il ne faut pas choisir entre les deux, même si, je l'avoue, j'ai dit moi-même en commission que c'était une bonne chose, et nous avons été plusieurs à alerter sur l'effet de la hausse de GNR, de la hausse du GNR sur les PME. Mais ça ne veut pas dire qu'il faille sacrifier les ETI. Et en exonérant les PME, donc les sociétés jusqu'à 250 salariés, certes, on va les favoriser, mais au prix d'une concurrence exacerbée, d'une distorsion de concurrence avec les entreprises, non pas les grands groupes, c'est pas eux. Eux, ils pourront répercuter sur les on n'est pas très inquiet pour eux. On est moins inquiet, je dirais. Mais les ETI qui, elles, ne pourront pas répercuter, risquent d'être pris dans une concurrence invraisemblable et ça risque d'avoir des conséquences en termes d'emploi énormes pour les entreprises qui ont entre 250 et 300 salariés et en termes de gain des marchés. Voilà, je suis désolé de revenir là-dessus, mais ça me paraît être une vraie difficulté de cet amendement dont je comprends qu'il a été fait pour aller dans le bon sens, mais qui me semble avoir un vice inné. Merci, chers collègues. Y a-t-il d'autres demandes d'explication de vote? Monsieur le rapporteur général. Le dérouleur fait que les choses ne sont pas forcément en discussion commune, mais l'amendement 616, pour moi, ne peut pas se concevoir sans l'examen des amendements suivants, pied de facture, c'est la possibilité de répercuter sur les prix du gouvernement, 1030 et 735. De Madame Lamure, même si je vous donnerai, pour des raisons que je vous expliquerai, je vous inviterai à voter plutôt l'amendement 735 de Madame Lamure. Très concrètement, pourquoi on a fait une distinction? Parce que les grands groupes, et sans doute les entreprises intermédiaires, celles qui ont des services juridiques un peu structurés, ont la capacité d'adapter un amendement pied de facture. Pour la PME, parce que ça peut aussi bien viser l'entreprise de maçonnerie avec 3 salariés. Vous imaginez l'amendement pied de facture. Et il faut aussi voir leur type de client. Si vous êtes une entreprise totalement artisanale d'un village, que vous subissez sur votre groupe électrogène la hausse du GNR, pied de facture ou pas, votre client final, qui est un pauvre particulier en face, qui est engagé par un devis, vous allez lui faire subir de plein fouet une hausse. C'est totalement différent d'être avec des grands donneurs d'ordre dans le métier par exemple, du travail public. Donc c'est la raison pour laquelle on a d'abord eu cet amendement qui ne se conçoit pas seul, qui ne se conçoit qu'avec l'amendement pied de facture qui va être présenté dans un instant.
La deuxième chose, c'est qu'on n'a vraiment pas eu beaucoup de temps, mais j'aurais aimé qu'on puisse regarder, et rien n'interdit au gouvernement de prendre l'amendement, et après tout, nos collègues de l'amender, de l'améliorer, de regarder si on pouvait relever le seuil. Si on l'a pris, c'est uniquement pour des raisons de sécurité juridique. Je partage totalement ce qu'a dit notre collègue Capu et d'autres. Je pense en effet que nous avons un souci, non seulement avec les PME, avec les ETI. Simplement par sécurité juridique, et notamment, je sais qu'à moins de 250 salariés, on n'a pas besoin de notifier, on est dans la règle des minimis, on n'a pas besoin de notifier à la Commission européenne, et il n'y a que le gouvernement qui peut décider, au-delà, d'aller notifier ce régime. Moi, ce que je souhaiterais, c'est que le gouvernement regarde s'il peut faire quelque chose qui permette notamment de couvrir le champ des PME. Voilà, moi, c'est la demande. Est-ce qu'on peut aller au-delà de 250 salariés sans retomber dans le régime des aides d'État? C'est une question dont je n'ai pas la réponse et dont d'ailleurs seul le gouvernement peut saisir, notifier. Voilà. Donc en tous les cas, je sais qu'en général, dans la règle des PME au sens communautaire, on n'a pas en général de problème de PME. Mais notre collègue tout à l'heure l'a exprimé, les uns et les autres. La France, oui, a besoin nous souffrons de ça, a besoin d'ETI. Et elles vont de fait quand même subir ces différentes hausses de fiscalité. Donc voilà, donc j'ai pris un amendement de sécurité dont j'ai bien conscience qu'il est à minima, qui vise la sécurité juridique, notamment vis-à-vis des règles européennes. Mais je pense que le gouvernement ferait bien de s'en inspirer pour l'améliorer et relever les seuils. Merci. Je vais donc mettre aux voix l'amendement 616 avec un avis défavorable du gouvernement. Qui est pour? Qui est contre? Il est adopté. Nous avons deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune. L'amendement 1030 présenté par le gouvernement. Pardon? Il est adopté, oui, oui. Merci Madame la Présidente. Conformément aux engagements du gouvernement pour accompagner la transition écologique, cet amendement a pour objet de limiter l'impact de cette mesure pour les contrats en cours dont la durée d'exécution est supérieure à 3 mois sur les entreprises exerçant des activités pour lesquelles l'utilisation du gazole non routier est significative, c'est-à-dire lorsqu'il représente en pratique au moins 2% des coûts de production. Toutefois, seuls les contrats ne comportant pas de clause de révision des prix incluant le gazole non routier sont concernés. En effet, en l'absence d'une telle clause, les co-contractants ne peuvent pas ajuster le prix de leur contrat aux fluctuations des coûts de production. La préservation de l'équilibre économique résultant de ces contrats pour ces entreprises nécessite donc la mesure d'accompagnement de cet amendement. C'est le cas notamment de nombreuses activités exercées par des entreprises, en particulier les TPE et PME, appartenant au secteur des travaux publics, travaux de terrassement, de fondation, travaux routiers, ferroviaires, maritimes et fluviaux, pour lesquels l'utilisation du gazole non routier représente plus de 2% des coûts de production. Et il en est de même s'agissant des entreprises appartenant au secteur de l'industrie extractive que nous avons évoqué tout à l'heure. Pour rappel, le secteur des travaux publics en particulier est constitué à 98% de TPE-PME et le taux de marge moyen est de l'ordre de 2%. Pour certaines activités, le surcoût du gazole induit par la suppression du tarif réduit est donc potentiellement supérieur au résultat net, d'où cette mesure de précaution et d'accompagnement. La liste des activités concernées ainsi que les coefficients de majoration destinés à prendre en compte l'impact de la différence de la fiscalité sur les coûts de production seront fixés par arrêté et ils seront établis à partir des éléments statistiques de l'INSEE. Merci, Monsieur le Ministre. Quel est l'avis de la Commission? Monsieur le rapporteur général. Ah oui, pardon. Excusez-moi, ils sont en discussion commune. Nous allons prendre donc l'amendement 735 rectifié. Madame Prima. Merci Madame la Présidente. Pardon de m'être signalée. Écoutez, moi, à la suite de ces débats, je voudrais dire qu'on est quand même en train de légiférer en totale confusion, quoi. On a accepté, pour des raisons d'équilibre budgétaire, de ne pas retirer cette fin d'exonération. Mais c'est douloureux, hein, c'est douloureux parce qu'on voit bien qu'il y a des secteurs d'activité tout d'un coup qui reviennent, qui s'en vont, on a des tailles d'entreprises, enfin, c'est vraiment extrêmement douloureux. Donc nous allons poursuivre notre travail conformément à ce que nous avons dit tout à l'heure, en soutenant notre rapporteur. Et donc, dans le soutien à notre rapporteur, je vous propose cet amendement proposé par Madame Lamure et un grand nombre de nos collègues qui permet aux entreprises industrielles qui ont des contrats en cours de pouvoir anticiper le surcoût de la fin d'exonération du GNR et en leur permettant donc de revaloriser leurs factures. C'est un amendement qui a été présenté également dans le package du rapporteur. Mais vraiment, nous sommes en pleine confusion et ça ne donne pas confiance sur les annonces qui seront faites demain par le gouvernement.
Bien, alors maintenant, c'est l'avis. Bien. Monsieur le rapporteur général, donc l'avis sur ces deux amendements. En défendant son amendement 1030, le gouvernement reconnaît de manière objective qu'il y a un vrai problème. Parce qu'il est obligé, il est à tel point qu'il est obligé d'inventer un dispositif de répercussion sur les prix compte tenu de la brutalité de la suppression. Alors, alors évidemment, je l'ai annoncé, il y a un certain nombre de contrats en cours qui comportent d'emblée des clauses d'indexation, donc ils ne sont pas concernés. Je pense notamment aux grandes entreprises du BTP qui ont sans doute des contrats bien faits. Bon, mais pour d'autres, ce type de discussion sera utile. Bon, pourquoi je vais vous demander d'adopter l'amendement 735 de Madame Lamure et pas celui du gouvernement. Parce que celui du gouvernement, pour le coup, quand vous le regardez, c'est une véritable usine à gaz, parce qu'il ne serait applicable, l'entreprise ne pourrait répercuter la hausse de prix qu'à condition que la hausse représente au moins 2% des coûts de production. Ça veut dire qu'il faut l'établir. Alors, ça veut dire discussion, ça veut dire éventuellement contrôle, ça veut dire contestation de l'administration. Bon, je ne sais pas, dans un certain nombre de cas, comment on peut établir. Bon, je pense que c'est vraiment, encore une fois, extrêmement complexe. Ça va donner lieu à de la paperasse. On cherche à... Voilà, encore une fois, on est un pays qui est suradministré, ça veut dire discussion à l'infini. Bon, je pense que dès lors qu'il y a un contrat et que là, le GNR représente une hausse du coût de production, il vaut mieux qu'il y ait un dispositif simple. Là, je ne sais pas comment on établira. Donc, je pense que ce dispositif me paraît extrêmement compliqué. Donc le gouvernement reconnaît qu'il y a un vrai problème pour les secteurs qui utilisent du GNR. Ayant un dispositif simple, on peut répercuter dans ce cas-là sur les contrats en cours dès lors qu'ils ont une durée évidemment importante. Et c'est l'objet de l'amendement 735 sur lequel la Commission est favorable. En revanche, avis défavorable pour des raisons de complexité sur le 1030 du gouvernement. Merci. Monsieur le ministre, quel est l'avis du gouvernement sur l'amendement 735 rectifié? Merci Madame la Présidente. Contrairement à ce que vient d'indiquer Monsieur le rapporteur, nous considérons que le dispositif que nous proposons est mieux étayé juridiquement, donc défavorable au 735. Très bien. Y a-t-il des demandes d'explication de vote? Oui, Monsieur Grémier. Oui, merci Madame la Présidente. Monsieur le ministre, je voudrais dire à notre rapporteur que je partage complètement, rapporteur général, complètement son propos. Il faut arrêter, Monsieur le ministre, de complexifier. Il faut arrêter de remettre des charges de fonctionnement à notre pays qui croulent déjà sur cela. L'avantage de l'amendement de Madame Lamure, c'est clair, c'est net. C'est effectivement, ça permet, même si c'est pas satisfaisant, je reprends le propos de ma présidente de la commission des affaires économiques, Sophie Primas, c'est le moindre mal. Mais Monsieur le ministre, vous n'avez toujours pas répondu à ma question. Votre amendement, il n'y a aucun fondement sur pourquoi vous faites ces propositions. Quelles sont les répercussions que vous avez pu envisager, estimer au niveau des filières pour faire ce genre d'amendement? L'amendement soutenu par un certain nombre de nos collègues de Madame Lamure a au moins l'efficacité de le répercuter sur les factures et de permettre aux entreprises de sauver ce qu'elles peuvent sauver. Par contre, nous sommes en train malgré tout de nous tirer tout doucement une balle dans le pied. Dans les auditions que j'ai faites, je me suis rendu compte que le coût énergétique en Europe, sur des secteurs d'activité très concurrentiels, nous sommes largement au-dessus. Donc ça va devenir un élément distortif qui va pénaliser certains secteurs d'activité. Et c'est pour cela que je vais redire à notre rapporteur que j'ai apprécié sa remarque tout à l'heure en disant au gouvernement il faudra peut-être aller plus loin que les PME dès lors qu'on aura des secteurs identifiés à risque. Et encore une fois, je soutiens complètement l'amendement de Madame Lamure. Très bien. Monsieur Marie, vous avez demandé la parole. Merci Madame la Présidente. Cela fait près de 2 heures que nous discutons de cet article 19 et on en arrive à la conclusion de Madame Lamure. Des regrets, c'est douloureux et tout cela se finit dans la confusion. On ne peut, pour ce qui nous concerne, que regretter votre changement de pied, car si vous aviez tenu la ligne qui était la vôtre à l'origine, à savoir voter le retrait de cet article 19, nous n'en serions pas là en ce moment et nous aurions rendu bien des services aux entreprises concernées
en particulier aux petites et moyennes entreprises dans des secteurs aussi fragiles que ceux du bâtiment, des travaux publics ou les paysagistes et autres que vous connaissez chacun dans vos départements et qui d'ailleurs vous ont saisi. Merci. Monsieur Longuet, vous avez la parole. Oui, Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, je pense exactement le contraire de notre excellent intervenant. Je pense qu'au contraire, il a été utile de débattre de cet article 19 et en fait, nous avons fait œuvre de pédagogie en faveur de Monsieur le Ministre pour essayer de lui faire en sorte qu'il puisse comprendre mieux les raisons pour lesquelles nous sommes totalement hostiles à son dispositif. Son dispositif est inapplicable. Vous nous présentez un amendement 1030 qui se dit il y a des gens qui, dans certaines circonstances, devraient pouvoir bénéficier d'un petit peu de considération. Mais tous sont dans cette situation au regard de leur situation concurrentielle. Parce que le fond du problème, c'est qu'on ne peut pas toujours répercuter sur son client et que le client a une réponse simple, c'est d'aller ailleurs. Je vais vous donner un exemple puisque je m'intéressais au port et notamment à celui du Havre. Il faut quand même savoir que dans les ports belges, le litre de gazole est taxé à 5 centimes. Il le sera à 64 dans les ports français qui sont en concurrence avec les ports néerlandais et belges. C'est donc un impact considérable. Madame Goulet, avec raison, rappelait qu'en ce qui concerne les carrières, l'exploitation des carrières en France, il n'y a pas de rente de situation. Tout circule et tout peut venir. Et donc, lorsque vous déstabilisez un secteur, vous allez vous apercevoir de demande reconventionnelle en demande reconventionnelle que votre système va ressembler assez rapidement à une peau de léopard. Déjà, l'Assemblée a obtenu pour les data centers un régime particulier. Ceux d'entre nous qui hébergent des data centers sur leur territoire en seront ravis, mais je vous fiche mon billet que nous serons tous d'excellents avocats d'amendement en amendement à chaque rendez-vous parlementaire pour expliquer que cette disposition nuit gravement à la santé du secteur d'activité qui nous concerne directement. Donc ce débat sur l'article 19 nous a apporté la démonstration que cet article est économiquement absurde et sans doute va affaiblir nos entreprises, ce qui se traduira en perte d'emploi. C'est sans doute pas ce que vous vouliez à l'origine. Merci. Je vais... Pardon, Monsieur Capu. Oui, Madame la Présidente, moi je vais voter cet amendement, l'amendement de Madame Lamure, parce que c'est mieux que rien. Mais ça veut dire, pour répondre à mon collègue Longuet, qu'on avait totalement la possibilité tout à l'heure de voter la suppression de l'article 19. Nous ne l'avons pas fait. On l'a fait parfois. Ça nous a pas dérangé parfois de supprimer. Je pense qu'il ne faut pas... Non, aujourd'hui, je n'ai pas compris exactement pourquoi, mais il y a d'autres raisons manifestement. Mais ça n'est pas une question liée à la neutralité du Sénat qui a dirigé la décision. Mais ça n'est pas ce que je voulais dire. Ce que je veux dire, c'est donc, après le vote de l'amendement de Madame Lamure, nous aurons donc une situation où nous aurons les grandes entreprises, celles qui ont un service juridique, comme le rappelait le rapporteur général, qui pourront répercuter sur leurs clients l'augmentation des coûts, celles qui ont surtout d'ailleurs des clients, en fait. Parce que, comme vous, là je suis d'accord avec vous, mon cher collègue, une entreprise, c'est surtout quelqu'un qui a un client. Celle qui a des clients qui sont capables de payer ce surcoût, et donc au final, pour la plupart du temps, les collectivités territoriales qui sont parfois moins regardantes, malheureusement, sur la hausse des coûts, et de l'autre, la situation des PME qui, elles, seront, là, à l'heure actuelle, après le vote de l'amendement Montgolfier, qui sont extrêmement compétitives, puisqu'elles ne paieront pas le surcoût de GNR, et entre les deux, les entreprises qui n'ont pas la clientèle qui est capable de payer un surcoût, qui n'ont pas nécessairement les services juridiques, parce que quand on est une entreprise de 260 salariés, on n'a pas de service juridique, ni on n'a pas de service support. Donc on a un no man's land entre les deux, on a les ETI qui ne pourront pas répercuter parce qu'elles n'ont pas les clients qui sont capables de payer, et de l'autre, les petites entreprises qui, elles, seront ultra compétitives. C'est ça le système
que nous venons de mettre en place ou que nous allons mettre en place. Nous allons finir de fermer la nasse en votant l'amendement de notre collègue Lamure sur les ETI. Merci. Bien. Je vais maintenant mettre aux voix l'amendement 1030, présenté par le Gouvernement avec un avis défavorable de la commission. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il n'est pas adopté. Je mets aux voix l'amendement 735 rectifié avec un avis favorable de la commission et un avis défavorable du Gouvernement. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il est adopté. Nous avons deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune. L'amendement 1019 a été retiré. L'amendement 1022 présenté par le Gouvernement. Merci Madame la Présidente. Il s'agit d'aménager un dispositif transitoire afin de faciliter la distribution et l'utilisation du gazole coloré et tracé au cours de la première moitié de l'année 2019. Il est précisé qu'aucun rappel de taxe ne sera effectué auprès des utilisateurs de GNR pour les quantités de gazole acquises avant le 1er janvier 2019, mais utilisées entre cette date et le 1er avril 2019. De plus, une souplesse est ménagée pour les petits distributeurs de GNR. Ces derniers sont susceptibles de disposer d'une clientèle mixte répartie entre le secteur agricole et les autres secteurs éligibles aujourd'hui au tarif réduit du GNR, et la poursuite de l'approvisionnement de cette clientèle mixte nécessitera qu'ils disposent à terme de capacités de stockage et de transport séparés, d'une part pour le gazole coloré et tracé, taxé au tarif réduit réservé aux usages agricoles, d'autre part pour le gazole traditionnel, taxé au tarif plein pour les autres usagers. Afin de laisser le temps nécessaire à ces évolutions, l'amendement permet pendant 6 mois aux distributeurs disposant de cuves pour un seul type de gazole de continuer à commercialiser du gazole coloré et tracé auprès de leur clientèle non agricole, sous réserve d'acquitter la différence de taxe entre le GNR et le gazole traditionnel auprès de la Direction générale des douanes et des droits indirects. C'est une mesure qui vient en complément de la possibilité prévue au 4 de l'article 19 pour tous les distributeurs de commercialiser du gazole non coloré, non tracé auprès des agriculteurs, puisque ces derniers bénéficient alors d'une procédure accélérée de remboursement. Merci. Quel est l'avis de la commission, monsieur le rapporteur général? Favorable. Avis favorable. Y a-t-il des demandes d'explication de vote, monsieur Grémier? Oui, Madame la Présidente, je vais être très bref. Au moins un amendement de bon sens. Il n'y en a pas beaucoup, mais je le dis pour une fois, on va simplifier. On simplifie et en plus, on permet effectivement que les agriculteurs bénéficient immédiatement du bénéfice, c'est le cas de le dire, de la prise en compte de la diminution de la taxe. Donc, quand ça va bien, il faut le dire aussi. Merci. D'autres demandes de parole? Non. Bien, je mets aux voix l'amendement 1022 rectifié avec un avis favorable de la commission. Qui est pour? Qui est contre? L'amendement est adopté. Nous avons enfin deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune. L'amendement 595 rectifié, monsieur Antiste. Merci Madame la Présidente. En annonçant la suppression du taux réduit de TICPE sur le gazole non routier, c'est une hausse d'impôt de près d'1 milliard d'euros sur les entreprises que s'apprête à faire voter le gouvernement. Cette décision est doublement choquante sur la méthode particulièrement brutale parce qu'elle a été prise dans le plus grand secret et annoncée sans en informer préalablement les acteurs économiques concernés. Sur le fond, parce que contrairement aux affirmations du gouvernement, l'utilisation du GNR se justifie pleinement sur le plan économique. Pour les 8000 entreprises de travaux publics, dont 80% de PME, cette hausse représente l'équivalent de 60% de leur marge nette dans un secteur qui se caractérise déjà par un faible taux de rentabilité nette de l'ordre de 2%. C'est une déstabilisation programmée du secteur qui va mettre en danger de nombreuses entreprises, en particulier les plus petites. L'impact de la suppression du taux réduit de TICPE sur le gazole non routier dans la filière des travaux publics est estimé à plus de 700 millions d'euros, soit plus du double de l'estimation communiquée par le ministère de l'Économie, une décision prise sans concertation ni évaluation en amont. En Martinique, cette mesure, si elle devait être adoptée, et c'est là que je vous demande d'écouter, si elle devait être adoptée en l'état, porterait un coup sévère
à des professions déjà sinistrées, notamment dans le secteur de la construction. La suppression de la réduction de la taxe sur le gazole non routier renchérirait les coûts de 3 à 5 %, ce qui aura obligatoirement un impact sur le prix de sortie des logements et sur le volume de la commande publique. C'est pourquoi cet amendement vise, devant l'échec de la suppression, vise à introduire une dérogation pour les DROM quant à la suppression de la réduction de la taxe sur le gazole non routier. Le suivant, Monsieur Antiste, l'amendement 596 rectifié. C'est un amendement de repli et dont sa défense dépendra du succès du premier. Je vous remercie. Quel est l'avis de la commission ? Oui. Nulle contestation, chers collègues, que l'outre-mer est touché comme la métropole. Voilà. Et bien sûr, les PME, que ce soit en outre-mer ou en métropole, vous l'avez dit, 1,9 milliard sur la TICPE, 1 milliard sur le GNR. Voilà, c'est la proposition du gouvernement. Donc, en tout, ça fait 4,9 milliards de fiscalité avec les particuliers, donc 2,9 milliards pour les entreprises. Donc, ça touchera malheureusement aussi l'outre-mer. Je pense que le dispositif que nous venons d'adopter à l'instant sur les PME répond très largement de l'objectif parce que finalement, en outre-mer, il y a énormément de PME. Donc je pense qu'il n'y a pas lieu de prévoir des discussions spécifiques. Elles sont très largement couvertes, heureusement, par l'amendement qu'on vient d'adopter. Donc c'est plutôt une demande de retrait, compte tenu de ce que l'amendement PME a apporté à toutes les entreprises, métropole et outre-mer. Merci. Quel est l'avis du gouvernement ? C'est aussi une demande de retrait, Madame la Présidente, mais pour des raisons différentes. La TICPE ne s'applique pas dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, qui ont à la place une taxe spéciale sur les carburants, dont les paramètres sont délibérés par les conseils régionaux. La loi fixe les plafonds des tarifs qui ne peuvent pas être supérieurs à ceux applicables à la TICPE. Pour le reste, il appartient aux collectivités visées de prendre les délibérations qu'elles souhaitent, et il appartient donc à ces dernières, sous leur responsabilité, de modifier ou non la fiscalité sur le gazole non routier. Et donc, dans ces conditions, et parce que cela relève de la responsabilité des collectivités dans le cas précis de l'article 73, et en écho à ce que vient d'évoquer Monsieur le rapporteur sur les dispositifs adoptés, que ce soit avec un avis favorable ou défavorable du gouvernement, je considère que votre attente est satisfaite et c'est une demande de retrait ou à défaut un avis défavorable. Merci, Monsieur Antiste. Que souhaitez-vous faire ? Vous avez 2 demandes de retrait. Je le retire, mais j'en ai un autre de repli. J'espère que celui-là convaincra l'assistance. Pour les mêmes raisons, je demande donc à introduire le report dans les DROM de la suppression de la disposition relative à la réduction de la taxe sur le gazole non routier, le temps que soient adoptés les plans de convergence prévus par la loi Égalité réelle Outre-mer. J'imagine que vous avez le même avis. Voilà, la même chose pour le gouvernement. Monsieur Antiste, que souhaitez-vous faire ? L'avis du gouvernement et de la commission sont similaires pour l'amendement 596 rectifié qui ne l'était pour l'amendement 595. On m'a bien entendu, Madame la Présidente. Je demande un report sur 2 ans, le temps que soient adoptés les plans de convergence. De toute manière, je le maintiens. Très bien. Alors, on va mettre au voie les deux, c'est ça ? Alors, je mets au voie l'amendement 595 rectifié avec une demande de retrait à la fois de la commission et du gouvernement. Qui est pour ? Qui est contre ? L'amendement n'est pas adopté. L'amendement 596 rectifié avec un avis de retrait de la commission, un avis de retrait du gouvernement. Qui est pour ? Qui est contre ? Il n'est pas adopté. Oui, le premier avait été retiré, vous avez tout à fait raison. Bien, je mets aux voix l'article 19. Qui est pour ? Pardon, explication de vote. Madame Goulet. Oui, Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, j'ai été dans la discussion de cet article, j'avais défendu un amendement de suppression.
Après avoir entendu notamment Roger Karoutchi et Philippe Dallier, il m'est revenu en mémoire que la chaise vide du Sénat pouvait nous jouer des tours à l'Assemblée nationale. C'était le cas du budget en 2016, où on s'est retrouvé avec des dispositions qui ensuite n'étaient plus du tout amendables, et la chaise vide nous avait joué de très mauvais tours. Et je pense que, notamment en ce qui concerne la fiscalisation des indemnités des élus, qui a été votée par la seule Assemblée nationale, il est hautement probable que si le Sénat avait débattu à ce moment-là de cette disposition, il en serait peut-être allé autrement. Quoi qu'il en soit, nous avons été un certain nombre à revenir sur notre vote de suppression. Et comme le disait Gérard Longuet tout à l'heure, la discussion nous a au moins permis de voir que cet article a quand même été rédigé en dépit du bon sens, sans évaluation, et comme l'a dit un de nos collègues, au doigt mouillé. Néanmoins, je maintiens désormais, souvent femme varie, comme on le sait, qu'il fallait quand même mieux en débattre, pour qu'on ait une version sortie de notre hémicycle, pour au moins poursuivre la discussion ensuite avec l'Assemblée nationale. Mais je pense qu'entre cette lecture et celle qui reviendra avec la commission mixte paritaire ensuite, on pourra quand même améliorer ces dispositifs, dont on voit qu'ils sont quand même approximatifs et tout à fait carencés. Néanmoins, je voterai cette disposition. Merci, Monsieur Laménie. Vous avez la parole. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, chers collègues. Très rapidement, une explication concernant cet article 19. On a pu mesurer, je dirais, dans l'examen de cette première partie, et l'article 19, c'est une des recettes, la TICPE, 37,3 milliards d'euros, et les dispositions de suppression du taux réduit, avec l'impact 980 millions d'après les estimatifs. Mais on a pu mesurer au cours de ces débats réellement l'enjeu économique pour nos entreprises. Le bâtiment, les travaux publics, c'est quand même l'élément moteur de la vie économique, et puis aussi les différents avis, notamment du rapporteur général, qui pour soutenir quand même les dispositions en faveur des PME. Donc on peut mesurer, mais ce qu'on peut regretter aussi, c'est par branche d'activité, pas forcément toutes les études d'impact qui n'ont pas forcément été menées, calculées. On sait que c'est très complexe, mais naturellement, je voterai cet article. Merci Madame Prima, vous avez la parole. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Vous l'avez compris, nous avons décidé de voter cet article 19. Nous allons effectivement le faire. Nous confirmons, comme je l'ai dit tout à l'heure, qu'il y a une forte confusion autour de cette exonération, de la fin de cette exonération, pour des questions d'orthodoxie budgétaire. Nous avons suivi notre rapporteur général. Je veux simplement dire que la Commission des affaires économiques mettra en place un groupe de travail, évidemment avec toutes les personnes de tous les bancs de cet hémicycle, pour suivre précisément l'impact de cette augmentation du GNR dans les entreprises françaises, quelle que soit leur taille. Et nous suivrons ça avec vraiment beaucoup d'attention. À défaut d'avoir une étude d'impact, nous essaierons d'avoir une étude sur l'impact réel, a posteriori malheureusement, mais sur l'impact réel, qui peut-être à pouvoir alerter le gouvernement et pouvoir, dans un projet de loi rectificatif, revenir sur des mesures plus raisonnables. Merci. Monsieur Geneste, vous avez la parole. Oui, Madame la Présidente. J'avais cru comprendre que ce gouvernement défendait l'économie, l'emploi et les entreprises. Avec cette suppression de l'exonération, il montre bien qu'il veut faire du mal aux petites entreprises en particulier, et dans le secteur du bâtiment, qui ne va pas très bien d'ailleurs par la banque de crédit, et des travaux publics qui concernent beaucoup en particulier des petites entreprises. Alors c'est vrai que l'amendement présenté par le rapporteur adoucit. Moi personnellement, j'aurais été plutôt, malgré la discussion intéressante qu'il y a eu, pour la suppression de cet article qui démontre que le gouvernement s'attaque à nouveau aux petits. Merci. Monsieur Bazin. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Monsieur le rapporteur général, mes chers collègues. Nous avons donc passé toute une après-midi à débattre de ces deux mesures, et très longtemps notamment sur la taxation du gazole non routier. Un certain nombre de mesures ont été proposées et acceptées pour en limiter les conséquences sur la vie économique, sur les entreprises, parce qu'il y avait des inquiétudes très fortes exprimées sur la pérennité des entreprises dans ces conditions.
L'enjeu était d'1 milliard, peut-être réduit à 500 millions, mais une chose n'a pas été suffisamment dite à mon sens, c'est que même en réduisant cet impact, il existe toujours et que des clients vont le payer, que c'est une pression de taxes supplémentaire sur la vie économique française, que ce soit les collectivités qui ont déjà beaucoup de mal à boucler leur budget, ou même des particuliers qui, au bout de la répercussion de ces dépenses nouvelles, vont peut-être renoncer tout simplement à faire l'investissement qu'ils avaient prévu. Donc, de toute façon, c'est une mauvaise mesure pour l'activité dans notre pays. Mais on sait bien pourquoi. On est en train de débattre sur un enjeu qui, au départ, était d'1 milliard d'euros, dans le cadre d'un budget en déficit de 100 milliards d'euros. Pourquoi ? Parce que le sujet de fond, qui est la dépense publique, n'a pas été traité. Alors, en deuxième partie, on aura l'occasion de s'exprimer là-dessus, bien sûr. Mais le sujet, 100 milliards d'un côté de déficit, 1 milliard d'impôts nouveaux, Bercy tire tout ce qui bouge, et il n'est pas sûr que l'économie française continuera à bouger longtemps. Merci, Monsieur Dantec. Oui, donc moi je voterai contre l'article 19 parce que je pense qu'on n'est pas parti dans le bon sens. Mais justement, je réinterpelle le gouvernement sur ce point. Il faut une taxation des énergies fossiles pour amener à un changement de comportement. Ça, c'est absolument essentiel. Les seuls pays au monde qui tiennent les objectifs climat sont des pays qui taxent fortement le carbone. Vous n'en trouverez pas d'autres. Donc il faut taxer le carbone. Si on ne le fait pas, ça veut dire que derrière, personne ne fait l'effort sur le climat et nos modèles économiques s'effondrent. C'est-à-dire que pour gagner quelques années d'un confort, d'un monde qui ne change pas, c'est le monde de demain qui s'effondre. Donc ça ne marche pas. Par contre, et c'est là que le gouvernement doit nous répondre, à partir du moment où on met ce type de taxation, il faut accompagner. Et ces taxations-là ne peuvent pas, et c'est le débat qu'on a aujourd'hui, ne peuvent pas servir au budget général. Ça n'est pas votre faute. Je crois que l'erreur qu'on a fait collectivement date du précédent gouvernement où on a accepté finalement que la taxation du carbone aille sur le CICE. Ça pouvait se tenir, y compris en tant qu'écolo. Plus de fiscalité environnementale, moins de fiscalité du travail, on l'a défendu longtemps. Donc je sais d'où vient, y compris les décisions prises par le gouvernement de Jean-Marc Ayrault, mais on voit bien que le narratif ne marche pas. Et donc il faut absolument revenir dans l'autre sens, de dire à partir du moment où il y a taxation, il y a accompagnement de modification. C'est le seul système qui permet de répondre. Si nous continuons comme cela, la France ne tient pas ses objectifs carbone, c'est la négociation internationale qui s'écroule et c'est notre modèle économique qui s'écroule derrière. C'est quand même ça la réalité du monde du climat. Donc le monde du climat, ce n'est pas de la théorie, c'est ce que nous vivons aujourd'hui, c'est la crise en Syrie, c'est énormément de problèmes dans le monde. Mais donc moi je redemande au gouvernement, effectivement, à partir du moment où il y a taxation, de nous dire comment il accompagne massivement à partir de là les mutations, y compris pour changer des systèmes qui sont aujourd'hui adossés au gazole. Sinon, nous ne répondons pas à l'enjeu d'aujourd'hui et de demain, et nous faisons finalement de la résistance par rapport à une mutation dont nous avons tous collectivement besoin. C'est pour ça que je ne voterai pas l'article 19. J'entends la proposition de Sophie Primas. Je crois qu'il nous faut effectivement un groupe de travail qui dit clairement, à partir du moment où il y a taxation, comment il y a accompagnement massif. Et le gouvernement ne peut pas, même si c'était la logique du précédent gouvernement, continuer à considérer que cet argent sert à autre chose qu'à la transition. De fait, ça ne marche plus. Merci. La parole est à Monsieur Savoldelli. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre. Mes chers collègues, nous n'allons pas voter cet article, mais nous n'allons pas voter contre. Parce que qu'est-ce qu'on vient de faire là? On vient d'avoir un débat avec un certain nombre d'amendements retenus sur une enveloppe, ça a été dit par notre collègue, d'1 milliard, où on a des amendements qu'on est incapable d'en faire le chiffrement. Donc le gouvernement nous met dans cette situation-là. Non mais, on nous met dans cette situation-là. Donc, on voit bien l'impact que ça a pour toute une série d'entreprises, et notamment les TPE, les PME. Donc c'est pour ça que nous ne voterons pas contre et nous allons nous abstenir. Mais après, il y a quand même un problème. Et là, je m'excuse, ça fait partie de nos différences. Il n'y avait qu'à pas supprimer l'impôt, l'ISF. Eh oui, on n'aurait pas ce débat, mes chers collègues. Voilà, et il y avait 3,3 milliards. Et là, on est en train de découper en tranches avec des filières, avec des débats de singularité, etc.
Il y avait ça. Et je m'excuse, ça n'appartient pas à un parti politique, cette question-là. Je vous le dis, elle est dans la société aujourd'hui. On ne peut pas demander de rayer d'un trait un symbole, c'est l'impôt sur les fortunes, quand il n'y a jamais eu autant de très grandes fortunes. Et ne confondons pas les grandes fortunes et l'entreprise, mes chers collègues. Ce n'est pas tout à fait mécaniquement la même chose. Donc, ce que je veux dire, et à mon collègue Dantec, ça fait 3 fois, et il est brillant orateur qui nous parle de problèmes narratifs, tu nous dis le récit n'est pas bon. Oui, enfin bon, on ne va pas changer les Français non plus. Donc la question qui est posée, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, cher collègue, mais ce qu'il faut faire, et ce qui à mon avis est important à l'échelle de notre pays, mais aussi à l'échelle de l'Europe et du monde, c'est qu'il fallait faire une COP fiscale en même temps que la COP environnementale. Et c'est ça la question qui est devant nous. Ah bah oui, mais sinon, on a seulement une politique punitive. On a seulement une politique punitive. Voilà, dernière chose, je m'excuse, avec passion, mais comme d'autres ici, et en respectant vraiment tous mes collègues, mais le problème de notre arbitrage, là, sur le 1 milliard, où on ne sait pas les exonérations, les niches qu'on a créées, le montant que ça fait, mais on a exonéré totalement les marchés financiers de nos débats, là. Je vais vous dire, ils dorment tranquilles ce soir, ils vont à mon avis se coucher plus tôt que nous, et ils n'ont pas de problème d'addition dans les restaurants. Merci. Monsieur Féraud. Merci Madame la Présidente. Bon, collègue Salvodelli a évoqué plusieurs sujets sur l'ISF. D'ailleurs, dans la continuité de nos débats, je pense que votre groupe, comme le nôtre, aura un amendement de rétablissement d'un impôt sur la fortune. Nul doute que la majorité sénatoriale y sera attentive. Pour ce qui est de l'article 19, on va, nous, avoir un narratif cohérent. Donc, nous voterons contre. Certes, il est moins négatif après les amendements que nous venons d'adopter qu'avant. Mais c'est un problème de taille de trou dans le gruyère. Donc, pour être cohérent, nous voterons contre l'article 19 à ce stade. Y a-t-il d'autres demandes d'explication de vote? Le rapporteur général. Pour remercier les collègues de la qualité de ce débat et comprendre parfaitement les frustrations, la solution de facilité, ça aurait été en effet très clairement de supprimer l'article. Bon, d'une part, ça aurait évité peut-être de regarder en face les difficultés des secteurs. Nous aurons quand même un avantage, si nous adoptons cet article, c'est que le gouvernement va devoir le chiffrer, l'article d'équilibre. Donc moi, ça m'intéresse beaucoup de savoir quel est l'impact de chacun de ces amendements, quel est le poids que représente en fiscalité supplémentaire. Mais si, c'est intéressant de le savoir. Parce que jusqu'à maintenant, on a beaucoup de mal à avoir des chiffrages. Les uns et les autres, vous l'avez dit, on dit c'est 1 milliard, c'est pour tout le monde, cette personne, etc. Puis peu à peu, on s'aperçoit que finalement, les uns et les autres sont concernés. On a parlé des ports. Les ports, il y a une disposition tout à l'heure veillant à compenser un peu les ports. Ça, on y reviendra. Et puis voilà. Peu à peu, on s'aperçoit que les secteurs sont touchés et que quelque chose qui apparaissait comme anodin, finalement, a beaucoup de dégâts. Donc nous avons ouvert la voie à une amélioration. Concernant les PME, je le dis par rapport aux collègues qui sont exprimés sur les ETI, je partage leurs préoccupations. Au gouvernement de regarder la compatibilité avec les aides communautaires et d'élargir, de passer au-delà du seuil des 250 salariés. Ce serait l'idéal de pouvoir regarder ça, plutôt de rester là. L'article est maintenant en navette à l'Assemblée nationale et par ailleurs, nous avons adopté cet amendement pied de facture. Donc voilà, encore une fois, j'attends avec impatience l'article d'équilibre. Si le gouvernement nous le chiffre beaucoup, ça veut dire qu'il prend beaucoup aux entreprises. Malheureusement, c'est ce que je crains. Donc je vous demande donc d'adopter l'article 19 tel que, bien sûr, modifié par les 2 amendements essentiels de la Commission des finances que nous avons adoptés. Merci. Je mets aux voix l'article 19. Qui est pour? Qui est contre? Il est adopté. Je vais suspendre la séance. Elle sera reprise à 22 h pour la suite de l'examen de ce texte. La séance est suspendue.